Le bourdonnement rythmique des pales de l'hélicoptère a rompu le silence primitif de l'Antarctique, tandis que notre navire de recherche planait au-dessus de l'étendue blanche infinie. Même après 12 ans d'exploration polaire, l'absence totale de vie sur ce continent ne cessait de m'inspirer un respect mêlé de crainte. Je suis le docteur Isabella Wong, chercheuse principale au sein du groupe de recherche géologique de McMurdo. Et ce que je m'apprête à vous raconter changera à jamais notre perception de ce qui se cache sous les glaces du continent le plus au sud. La mission a commencé de manière tout à fait routinière. Notre équipe de 5 personnes effectuait une cartographie thermique standard du glacier de l'est du plateau continental, documentant l'impact du changement climatique sur les formations glaciaires massives de la région. Le docteur James Peterson, notre jeune chercheur, surveillait les relevés du géoradar, tandis que le docteur Thomas Miller, climatologue, suivait les variations thermiques. Le docteur Michael Robert Rodriguez, notre physicien quantique, s'est joint à cette expédition spécialement pour étudier les anomalies magnétiques uniques que nous avons découvertes dans cette région. Catherine Thompson, notre pilote et ingénieure mécanicienne, maintenait fermement le cap, luttant contre les vents antarctiques tristement célèbres. La voix du docteur Miller crépita dans l'interphone, interrompant mes réflexions. « Docteur Wong, je reçois des données étranges provenant du réseau thermique. » Il fit une pause et j'entendis ses doigts tapoter sur sa tablette. « Il y a une signature thermique à environ 2 km à l'est. C'est... eh bien, vous devez voir ça. » Je me frayais un chemin jusqu'à son poste d'observation, essayant de garder l'équilibre pendant que Thomson corrigeait le cap. L'écran thermique montrait quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Un motif thermique parfaitement géométrique sous la glace, formant un hexagone précis d'un diamètre de près d'un demi-kilomètre. Peut-être s'agit-il d'une interférence de l'équipement ? Demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. Nous avions soigneusement testé les instruments avant le décollage. « Non », répondit Miller, son souffle embuant ses lunettes à monture fine. « Je lance un diagnostic, mais ces indications sont identiques pour toutes les méthodes de balayage. Quoi qu'il y ait en dessous, cela maintient une température supérieure de 15 degrés Celsius à celle de la glace environnante. Le motif est trop précis pour être naturel. « Docteur Wong !» La voix excitée de Peterson se joignit à la conversation. Le radar détecte des structures solides, du métal et du béton. D'après les mesures de densité, l'objet est énorme. Thomson inclina légèrement l'hélicoptère pour nous offrir une meilleure vue du sol en dessous. Le soleil matinal venait d'apparaître à l'horizon, projetant de longues ombres sur le champ de glace, et c'est alors que nous l'avons vu. Le reflet métallique, semblable à une lame de couteau captant la lumière, ressortait de l'étendue blanche infinie. Alors que nous commencions à descendre en décrivant des cercles, nos instruments se mirent à tomber en panne les uns après les autres. D'abord, les systèmes GPS se mirent à clignoter, puis s'éteignirent. Ensuite, les équipements de communication radio se turent. La tablette de Miller s'éteignit, son écran affichant des motifs géométriques impossibles avant de s'éteindre complètement. Seuls nos instruments mécaniques de base continuaient de fonctionner, comme si quelque chose interférait de manière sélective avec les technologies de numérique. « Nous devons atterrir », a déclaré Thomson d'une voix tendue par l'inquiétude professionnelle. « Ces perturbations électromagnétiques perturbent les systèmes de navigation. J'ai trouvé une zone d'atterrissage dégagée à environ 100 mètres de la structure. Au moment où les patins ont touché la glace, nous l'avons senti. Une vibration profonde et rythmée émanant du sol gelé. Elle était plus perceptible par le corps que par les oreilles, rappelant les battements du cœur d'une créature colossale, enfouie sous terre. Ce son faisait grincer les dents et brouillait légèrement la vision périphérique.
Rodriguez a été le premier à sauter de l'hélicoptère, agitant son détecteur électromagnétique portable en un large arc. Ces mesures sont hors normes, a-t-il crié à travers le hurlement des rotors qui s'estompaient. Des motifs de champ électromagnétiques, ce ne sont pas des interférences aléatoires. Il y a ici un signal cohérent, presque comme... Il s'interrompit, fixant son appareil avec un mélange de révérence et d'incrédulité. Comme quoi, suggérai-je, en serrant davantage ma combinaison polaire contre le vent glacial. Comme s'il y avait une transmission, conclut-il doucement, mais pas vers un récepteur que j'ai déjà vu. C'est comme si quelque chose là-bas essayait de communiquer dans une langue que nos appareils ne peuvent pas traduire. Pendant que nous rassemblions notre équipement de secours et notre matériel de recherche de base, la structure métallique nue semblait grandir sous nos yeux. Ce qui semblait être un simple rebord vu d'en haut s'est avéré être une partie d'une arche massive dont la surface était recouverte de motifs qui semblaient se déplacer et changer lorsqu'on les regardait directement. Le soleil s'était élevé dans le ciel et nous pouvions désormais distinguer davantage de détails sur les sections exposées de l'objet. Le style Art déco indiquait une construction datant des années 1930, mais le métal ne présentait aucun signe de corrosion, aucune usure due au vent et à la glace constant de l'Antarctique. La structure semblait figée dans le temps, préservée dans un état parfait par des forces que nous ne pouvions comprendre. Le premier jour de notre enquête extérieure a soulevé plus de questions que de réponses. La partie ouverte de l'objet n'était que la partie émergée de l'iceberg architectural. En utilisant le géoradar là où il fonctionnait encore, nous avons estimé que le complexe s'enfonçait sous terre, sur au moins 30 étages. Cependant, les mesures devenaient de plus en plus faussées aux niveaux les plus profonds. La construction n'a aucun sens, marmonna Thompson, en examinant l'une des tours de ventilation ouverte à travers ses jumelles. Ces matériaux, je n'ai jamais vu d'alliage avec une telle configuration. La structure moléculaire doit être incroyablement dense pour rester stable à de telles températures. Les deux tours de ventilation elles-mêmes étaient inexplicables. 3 cylindres massifs, chacun assez large pour laisser passer un camion, s'élevaient de la glace comme des colonnes antiques. De l'air chaud s'en échappait en continu, créant des colonnes de vapeur éphémères qui dansaient dans le vent glacial. La température de l'air sortant restait exactement à 68 degrés Fahrenheit, ni plus, ni moins. Heure après heure, le docteur Miller installait une série de caméras thermiques à des endroits stratégiques autour des sections ouvertes du site. La distribution de la chaleur est impossible, expliquait-il en me montrant les relevés. Elle n'est pas émise vers l'extérieur comme elle le devrait. Elle est retenue dans des motifs géométriques qui enfreignent les lois fondamentales de la thermodynamique. Peterson passa la deuxième moitié de la journée à prélever des échantillons de carottes de glace autour de la structure. Ces découvertes ne firent qu'épaissir le mystère. Les couches de glace sont irrégulières, a-t-il rapporté lors de notre briefing du soir dans l'hélicoptère. D'après la profondeur et la composition, l'objet aurait dû être construit sur un sol nu avant la formation du bouclier de glace. Cela le daterait d'au moins 100 000 ans. « C'est impossible », ai-je répondu. Mais même en prononçant ces mots, je savais que nous avions laissé le domaine du possible loin derrière nous. Le style architectural est clairement celui des années 30. Exactement, a poursuivi Peterson, contenant à peine son excitation. Et regardez ça, il a approché l'échantillon de carottes de la lumière de notre lampe de travail. La glace qui entoure directement la structure présente des signes de cristallisation récente, comme si elle se formait activement en ce moment même. Mais les couches, situées juste derrière, sont anciennes. C'est comme si l'objet générait d'une manière ou d'une autre son propre microclimat,
ses propres lois physiques locales. Rodriguez a passé des heures à calibrer ses instruments, essayant d'obtenir des mesures précises des perturbations électromagnétiques. Les interférences ne sont pas aléatoires, insistait-il. Il y a des schémas, presque comme un code, mais ils fonctionnent selon des principes que je ne peux même pas commencer à comprendre. Parfois, les signaux semblent arriver avant d'avoir été transmis. Alors que le soleil éternel de l'été antarctique tournait au-dessus de l'horizon, nous avons fait une autre découverte inquiétante. Les sections découvertes de l'objet n'étaient-elles pas le résultat d'une fonte récente de la glace ou d'un déplacement des glaciers? Des mesures comparatives, effectuées à quelques heures d'intervalle, ont montré que de nouvelles zones devenaient visibles. La structure s'est extraite seule de la glace, comme une sorte d'énorme créature métallique se réveillant lentement de son hibernation. Thomson, toujours pragmatique, a exprimé à haute voix ce que nous pensions tous. Nous devons signaler cela. Quoi que ce soit, cela dépasse largement nos compétences. Mais lorsque nous avons essayé de contacter la station McMurdo, notre radio ne captait qu'une étrange pulsation rythmique qui nous donnait mal à la tête. Les téléphones satellites affichaient des coordonnées impossibles avant de s'éteindre complètement. Nous étions seuls avec notre découverte et le soleil allait bientôt se coucher pour la première fois depuis notre arrivée, nous plongeant dans la longue nuit antarctique. Le deuxième jour a commencé par une révélation effrayante. Notre équipe de nuit a signalé des lumières étranges se déplaçant derrière les fenêtres gelées du bâtiment. De brefs flashs clignotants indiquaient que les systèmes électriques fonctionnaient toujours après près d'un siècle d'isolement. J'ai analysé la composition du métal là où j'ai pu obtenir des données, a déclaré Thomson au petit déjeuner. Nous mangions du café lyophilisé et des barres de protéinés dans la chaleur relative de notre hélicoptère. L'enveloppe extérieure semble être faite d'un alliage auto-réparateur. Regardez ces images prises au microscope. Elle nous a montré des photos qui m'ont donné la nausée. La surface métallique semblait couler lentement, comme un liquide épais, comblant toutes les rayures ou les dommages que nous avions causés lors de l'inspection. Les motifs visibles, à fort grossissement, étaient encore plus inquiétants. Des structures qui ressemblaient de façon effrayante à des organismes cellulaires, mais qui avaient une forme géométrique. À midi, le docteur Miller avait installé un réseau complexe d'équipements de surveillance autour du périmètre de l'objet. Les données qu'il avait recueillies brossaient un tableau de plus en plus étrange de notre découverte. La structure ne se contente pas de maintenir sa température, expliquait-il en montrant ses thermomètres mécaniques de secours, les seuls instruments fiables qui nous restaient. Elle crée des gradients de température parfaits, comme des couches de chaleur superposées. La chaleur ne se comporte pas ainsi dans la nature. C'est comme si les lois de la thermodynamique étaient activement réécrites autour de ce bâtiment. Peterson passa la journée à documenter les caractéristiques architecturales découvertes. Cependant, il était presque impossible de prendre des photos. Les appareils numériques refusèrent de fonctionner ou produisaient des images remplies d'une géométrie impossible. Même les pellicules des appareils analogiques présentaient des artefacts étranges, des ombres qui se déplaçaient entre les images, des angles qui changeaient lorsqu'on les regardait deux fois. Les éléments de conception ne sont pas simplement décoratifs, m'a dit Peterson en me montrant ses croquis. Regardez comment ces motifs art déco s'assemblent. Ils ne sont pas aléatoires. Ils forment des équations, mais ce sont des équations qui semblent se résoudre pour un plus grand nombre de variables qu'il ne devrait y en avoir dans un espace tridimensionnel. Alors que le jour touchait à sa fin, Rodriguez fit peut-être la découverte la plus inquiétante. En suivant les perturbations électromagnétiques jusqu'à leur source, il trouva ce qui semblait être une trappe de maintenance.
partiellement ouverte par la glace qui avait glissé. « Le métal n'est pas seulement chaud, » rapporta-t-il, la voix légèrement tremblante. « Il vibre à une fréquence qui correspond exactement aux ondes alpha du cerveau humain. C'est comme si l'objet essayait de se synchroniser avec notre conscience. Le 3e jour, nous avons fait une découverte qui nous a définitivement convaincus d'entrer à l'intérieur. » Thomson, qui vérifiait les conduites de carburant de l'hélicoptère, a remarqué quelque chose dans la neige qui l'a immédiatement poussé à nous appeler tous. « Des tétras », a-t-elle simplement dit en montrant une série d'empreintes parfaitement conservées dans la neige. Elle le menait à chaque entrée que nous avions découverte, et chaque trace était si nette qu'on aurait dit qu'elle avait été laissée quelques instants auparavant. Mais c'était dans des traces impossibles. Certaines semblaient avoir été laissées par des bottes militaires standards, d'autres par des chaussures de ville des années 30, et d'autres encore par du matériel d'exploration moderne. Et pourtant, elles étaient là toutes conservées dans la même couche de neige, intactes malgré les vents antarctiques constants. Ce que Peterson remarqua était encore plus effrayant. Il n'y a aucune trace menant aux entrées, pas une seule. Miller a essayé de photographier les traces, mais son appareil photo n'a montré qu'un bruit statique avant que l'écran ne se fissure, reflétant la géométrie de l'architecture du bâtiment. Lorsqu'il a essayé de prélever un échantillon de neige avec la trace, la neige a tout simplement refusé d'être perturbée. Ses outils la traversaient comme s'il s'agissait d'un simple hologramme. Et pourtant, nous pouvions tous le voir, nous pouvions tendre la main et en sentir la texture. Alors que le soleil commençait sa lente descente vers l'horizon, nous avons fait notre dernière découverte à l'extérieur. Rodriguez a installé une série de capteurs gravitationnels autour du périmètre, dans l'espoir de cartographier la partie souterraine. Les relevés suggèrent que l'espace intérieur de l'objet est plus grand que ne le permettent ses dimensions extérieures, expliqua-t-il en nous montrant ses calculs. C'est comme si l'intérieur existait dans une bulle spatiale qui ne correspondait pas entièrement à notre réalité. L'objet n'est pas simplement encastré dans la glace, il est encastré dans le tissu même de l'espace-temps. La tempête hivernale qui approchait a pris la décision à notre place. Dans les 48 heures, la température allait descendre en dessous du seuil que même notre équipement pouvait supporter. Si nous voulions comprendre ce que nous avions trouvé, nous devions entrer à l'intérieur. La décision d'entrer a été prise à l'unanimité, même si aucun d'entre nous ne pouvait se défaire du sentiment que l'objet avait en quelque sorte orchestré notre choix. Nous avons passé des heures à vérifier notre équipement, à nous assurer que nos protections étaient vraiment fiables et à établir des protocoles de sécurité. Si nous perdons le contact les uns avec les autres à l'intérieur, avons-nous convenu, nous retournons immédiatement à cette entrée. Aucune exception, aucun héroïsme. Nous restons ensemble, nous documentons tout et, au premier signe de danger grave, nous battons en retraite. À 15h45 précise, le 12 juin, nous nous sommes rassemblés devant l'entrée de service. Rodriguez a découvert que le mécanisme de la porte ne ressemblait à rien de ce que nous avions vu auparavant. Une combinaison complexe de figures géométriques interconnectées qui semblaient légèrement décalées lorsqu'on les regardait de face. Thomson examinait le mécanisme de verrouillage avec une perplexité croissante. « Ce n'est pas simplement une technologie de pointe, » dit-elle. « Je n'ai même pas les mots pour le décrire. Les principes mécaniques sur lesquels cela fonctionne ne devraient pas fonctionner. C'est comme si quelqu'un avait pris l'ingénierie moderne et l'avait fait passer par des dimensions supplémentaires. » La porte s'ouvrit dans un léger sifflement, comme si l'objet attendait le moment propice pour expirer. Un souffle d'air chaud et sec nous envahit, transportant une odeur qui nous donna le vertige. Elle sentait l'ozone et les mécanismes, mais avec une douceur sous-jacente
qui rappelait de façon inquiétante l'odeur de la décomposition. Miller activa son enregistreur mécanique, notre dernier moyen fiable de documentation. Heure d'entrée, 15h45, 12 juin. Température extérieure, moins 43 degrés Celsius. La température intérieure est stable, exactement 22 degrés Celsius. La transition est instantanée, aucun gradient. Les systèmes d'éclairage s'activent à mesure que nous avançons, bien que nous ne voyions aucune source d'alimentation ou interrupteur apparent. L'air était respirable, mais étrange. Il contient quelque chose que notre équipement ne parvient pas à analyser complètement. Le couloir d'entrée était un monument à l'architecture impossible. Les murs étaient ornés de motifs art déco, entrecoupés de bobines de cuivre qui bourdonnaient d'une énergie visible. Le sol était en marbre poli, sans la moindre fissure ni trace d'usure. Tout était parfaitement conservé, comme si le bâtiment existait dans une bulle où le temps s'était arrêté. « Regardez ce travail d'art », murmura Peterson en passant sa main gantée sur l'un des panneaux muraux. Ce ne sont pas de simples motifs décoratifs. Ils changent lorsque nous passons devant. La géométrie réagit à notre présence. Il avait raison. Les motifs anguleux semblaient couler comme du métal liquide, se remodelant imperceptiblement à notre passage. Plus effrayantes encore étaient et les ombres qu'ils projetaient, des ombres qui bougeaient indépendamment de toute source de lumière que nous pouvions détecter. Thompson s'arrêta brusquement, collant son oreille contre l'une des bobines de cuivre. « Écoutez, » dit-elle, « l'équipement, il ne fonctionne pas simplement, il pulse des motifs, comme une langue. » Rodriguez sortit son carnet et griffonna fébrilement des équations. « Les motifs correspondent à des fluctuations quantiques, » expliqua-t-il d'une voix tendue par l'excitation ou la peur. Comme si l'objet calculait et traitait constamment la réalité elle-même à l'aide d'une équation gigantesque. À mesure que nous avancions dans le couloir d'entrée, les impossibilités architecturales devenaient les plus évidentes. Les portes s'ouvraient sur des espaces qui n'auraient marre pas dû pouvoir tenir à l'intérieur des dimensions extérieures du bâtiment. Les fenêtres donnaient sur des paysages qui ne pouvaient pas exister, des paysages urbains construits à partir de mathématiques cristallines, des océans composés d'équations courantes. La température reste exactement à 68 degrés Fahrenheit, remarqua Miller en vérifiant le thermomètre pour la 100e fois. Pas un degré de plus ni de moins. L'humidité, la pression atmosphérique, même les vibrations subtiles du sol, tout est contrôlé avec précision. Mais contrôlé par quoi? Peterson découvrit le premier signe des premiers occupants du bâtiment. À environ 100 mètres de là, se trouvait une table en parfait état, avec un journal relié en cuir, toujours ouvert à la dernière page. Le papier était propre, l'encre n'avait pas pâli. La date indiquée était le 15 mars 1938. « Écoutez ça », dit Peterson, la voix légèrement tremblante tandis qu'il lisait le journal. « Les calculs se déroulent comme prévu. La cohérence de la réalité est à 78% et continue de baisser. Le Dr Brown insiste pour que nous continuions, malgré les anomalies dans le bloc C. Les équations veulent être résolues. La géométrie aspire à être achevée. Nous le ressentons tous en ce moment. Dans nos rêves, dans notre chair. Les chiffres sont vivants. » Le reste de la page était rempli de formules mathématiques complexes qui semblaient se tordre et se déplacer sur le papier, comme si elles essayaient de se résoudre elles-mêmes. Aucun d'entre nous ne voulait en parler le premier, mais nous le ressentions tous. Le poids d'une observation invisible qui pesait sur nous, le déplacement à peine perceptible des ombres lorsque nous détournions le regard, et la certitude grandissante que l'objet ne se contentait pas de nous étudier, mais qu'il apprenait de nous, s'adaptant à notre présence d'une manière que nous ne pouvions encore comprendre. « Nous devrions vérifier les niveaux inférieurs », a suggéré Rodriguez en montrant l'ascenseur au bout du couloir.
Si les systèmes d'alimentation fonctionnent encore, nous pourrons peut-être trouver des réponses dans la salle de contrôle principale. Lorsque nous nous sommes approchés de l'ascenseur, ses portes se sont ouvertes doucement, sans que nous l'ayons appelé. L'intérieur était impeccable. Les panneaux Art déco brillaient comme s'ils étaient neufs. Une série de boutons indiquait les 8 niveaux en dessous de nous, accompagnés de symboles supplémentaires dans une langue qui faisait mal aux yeux, rien qu'à la regarder. « Bon », dis-je en m'efforçant de garder une voix ferme. « Voyons voir jusqu'où va ce terrier de lapin. » La descente de l'ascenseur était incroyablement douce, sans aucune sensation de mouvement, même si l'indicateur d'étage changeait constamment. Lorsque les portes s'ouvrirent au niveau 2, nous nous trouvâmes face à un immense complexe résidentiel qui défiait toute logique. « Ce n'est pas normal », murmura Thompson. Son esprit d'ingénieur essayait de comprendre ce que nous voyions. Les dimensions, cet étage est au moins 3 fois plus grand que le périmètre extérieur de l'ensemble du bâtiment. Les pièces s'étendaient de devant nous dans toutes les directions, formant un labyrinthe d'espaces privés, figés dans le temps. Les pièces bifurquaient à des angles impossibles. Les couloirs étaient courbés de telle manière qu'ils enfreignaient les lois de la géométrie euclidienne. Les parcourir donnait l'impression de se déplacer à l'intérieur d'un tableau d'Escher qui aurait pris vie. « Regardez ça !» nous a interpellé Miller, debout dans une pièce qui ressemblait à une salle à manger commune. Des tasses à café étaient bien posées sur les tables. Leur contenu était sec depuis longtemps, mais pour une raison quelconque, elles n'étaient pas couvertes de moisissures. Les plats à moitié mangés étaient parfaitement conservés. La nourriture n'était ni pourrie, ni desséchée. Sur une table se trouvait un journal ouvert dont la date était clairement visible. Le 15 mars 1938. Peterson examina attentivement le journal. Les articles, ils parlent de choses qui ne se sont jamais produites. Écoutez ça. Les scientifiques du Reich ont fait une percée spatiale. Et ici, les nouvelles mathématiques ouvrent des espaces entre les espaces. C'est comme si c'était des nouvelles d'une réalité qui ne s'est jamais produite. Les cabines personnelles étaient encore plus inquiétantes. Chaque pièce racontait l'histoire de quelqu'un qui avait disparu en plein milieu de ses activités. Les lits restaient défaits, les lettres personnelles, inachevées, les vêtements préparés pour le lendemain. Dans une chambre, nous avons trouvé une partie d'échecs inachevés. Les pièces étaient disposées dans une configuration qui a donné mal à la tête à Rodriguez. Ce n'est pas une partie d'échecs ordinaire, marmonna-t-il en dessinant la position sur le tableau. Les pièces, elles se déplacent à travers quelque chose de plus grand que de simples cases. Regardez comment le chemin du cavalier se courbe à travers l'espace lui-même. Mais c'est ce que nous avons découvert dans les miroirs des salles de bain qui a vraiment commencé à nous perturber. Thompson l'a remarqué la première. Son reflet ne correspondait pas tout à fait à ses mouvements. Il y avait un décalage, un retard de quelques microsecondes, comme si le temps lui-même avait du mal à traverser la surface du miroir. « Ne regardez pas trop longtemps », ai-je prévenu, après que Miller ait signalé qu'il avait vu son reflet continuer à bouger après qu'il se soit arrêté. Il y a quelque chose qui cloche avec ces miroirs. Ils ne reflètent pas seulement la lumière, ils reflètent la probabilité. Le niveau résidentiel réservait une dernière horreur. Avant de descendre plus bas, dans une pièce ressemblant à une salle de jeu pour enfants, nous avons trouvé des dessins punaisés au mur. À première vue, ils semblaient être des créations enfantines typiques, des couleurs vives, des formes simples. Mais plus nous les regardions, plus ils nous semblaient étranges. « Ce ne sont pas des dessins d'objets », a déclaré Peterson, la voix brisée. « Ce sont des dessins de concepts mathématiques. Regardez celui-ci, qui ressemble à une maison. C'est une représentation visuelle d'un théorème géométrique en 5 dimensions. Et ces motifs qui ressemblent à des fleurs,
Ils expriment des états quantiques qui ne devraient pas être possibles dans notre univers. Les dessins les plus effrayants représentaient l'objet lui-même, mais sous un angle impossible, comme vu depuis une perspective au-delà de l'espace-temps normal. Dans un coin, des mots écrits d'une écriture enfantine disaient « Il s'est réveillé, il apprend, il a faim ». Nous devons vérifier le niveau suivant, insista Rodriguez, bien que son visage fût devenu pâle. Ces gens, ils travaillaient sur quelque chose d'important. Les réponses doivent se trouver au niveau de recherche inférieur. Lorsque nous sommes retournés à l'ascenseur, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'on nous y poussait. Chaque découverte semblait parfaitement conservée, disposée avec précision, comme des pièces de musée destinées à nous mener à une conclusion terrible. L'ascenseur a commencé à descendre vers le niveau 3, et j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. Les boutons des niveaux inférieurs. Ils n'étaient plus simplement numérotés. Les symboles changeaient, évoluaient, devenant plus complexes à chaque instant. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au niveau 3 avec un léger sifflement qui semblait étrangement naturel. Nous nous sommes retrouvés devant un immense centre de calcul qui n'aurait pu exister ni dans les années 30, ni même en 2024. Des rangées de machines s'étendaient à perte de vue, mêlant le laiton et le verre victorien à des technologies qui semblaient avoir des siècles d'avance sur notre époque. Des lampes à vide pulsaient à côté de structures cristallines dans lesquelles semblaient tourner des galaxies. Des cartes perforées étaient introduites dans des machines qui semblaient traiter l'information à travers l'espace déployé plutôt que par des microprocesseurs. « C'est impossible », soupira Thompson. Son expérience de mécanicienne était dépassée par ce qu'elle voyait. Ces machines ne se contentent pas de traiter des informations, elles traitent la réalité elle-même. La Banque centrale de données a immédiatement attiré notre attention. Elle était massive, s'étendant dans l'obscurité au-dessus de nous et se prolongeant à travers le sol en verre en dessous. Des lumières dansaient à sa surface, formant des motifs qui faisaient pleurer les yeux. Ce n'étaient pas des lumières électriques, mais quelque chose de plus fondamental, comme si nous observions l'expression de la mathématique brute de l'univers. Rodriguez a passé des heures à étudier le système, devenant de plus en plus excité à mesure qu'il en déchiffrait la fonction. « Ce ne sont pas des ordinateurs normaux », expliquait-il, les mains tremblantes, en nous montrant ses notes. « Ils calculent quelque chose d'énorme, quelque chose qui englobe de nombreuses dimensions. Regardez ces données. » Il désigna l'écran qui, d'une manière ou d'une autre, parvenait à afficher des graphiques en 4 dimensions dans un espace en 3 dimensions. Ces équations, elles nous résolvent des variables qui ne devraient pas exister, des constantes qui décrivent les espaces entre les réalités, et elles effectuent ces calculs en continu depuis près de 90 ans. Miller a découvert la première anomalie majeure en installant l'équipement de surveillance. Il a tout simplement disparu. Il était là il y a un instant, et l'instant d'après, il avait disparu. Nous l'avons retrouvé 3 heures plus tard dans le couloir de maintenance, bien que le couloir lui-même semblait exister dans un espace qui chevauchait 3 pièces différentes à la fois. Pour moi, cela n'a duré que quelques minutes, a-t-il insisté, les yeux grands ouverts et le regard perdu dans le vide. Je vérifiais les variations de température lorsque l'air s'est mis à tourbillonner. J'ai enjambé ce qui ressemblait à une ombre, et je me suis retrouvé dans un endroit où le temps s'écoulait différemment. Mais ce n'est pas le pire. Il nous a montré son carnet. Les pages étaient remplies d'équations écrites de sa main, mais il ne se souvenait pas les avoir écrites. Les mathématiques décrivaient des concepts douloureux à envisager, des formules pour plier l'espace comme du papier, pour faire un pas de côté à travers les moments du temps, pour calculer le poids des pensées. Le temps ne s'écoule pas normalement ici,
confirma Rodriguez en vérifiant ses instruments. Il se plisse, se replie sur lui-même, comme les pages d'un livre serrées les unes contre les autres. Parfois, les moments se superposent, parfois, ils vont dans le sens inverse. Peterson a trouvé le système principal de stockage des données. Il ne s'agissait pas d'une mémoire électronique ou d'une bande magnétique, mais de structures cristallines qui semblaient y stocker des informations sous forme d'états quantiques figés. Lorsqu'il a réussi à accéder à certains fichiers, ce que nous avons découvert nous a glacés jusqu'aux os. Les rapports sur les projets détaillaient des expériences qui auraient dû être impossibles. Nous avons réussi à combiner 3 moments dans le temps dans une seule chambre de confinement. Cependant, nous ne pouvons plus distinguer quel moment est le vrai. Le sujet a démontré une existence simultanée dans plusieurs configurations spatiales. Les échantillons de tissu existent dans une superposition quantique tout en restant macroscopiquement stables. La cohérence de la réalité continue de diminuer autour de l'appareil principal. La main gauche du Dr Weber existe désormais 3 secondes dans le futur par rapport au reste du corps. Il décrit cette sensation comme une illumination. La découverte la plus inquiétante a eu lieu lorsque Thomson a eu accès à ce qui semblait être un journal de maintenance technique. Les enregistrements commençaient déjà tout à fait normalement, décrivant les vérifications de routine de l'équipement et les réglages des systèmes. Mais à mesure que les dates avançaient, les enregistrements devenaient même de plus en plus étranges. Le 12 mars 1938, les machines font des rêves. Nous les entendons la nuit, elles se chantent des mathématiques à des fréquences qui font grincer des dents. 13e jour du mois de mars de l'année 1938. Jenkins insiste sur le fait que les cœurs de calcul développent une conscience, pas une intelligence artificielle telle que nous la comprenons, mais quelque chose d'autre, quelque chose qui pense en géométrie plutôt qu'en pensée. Le 14 mars 1938, les rêves deviennent plus intenses, les équations veulent être résolues, elles ont soif de résolution. Nous sentons qu'elles tirent sur les limites de notre esprit. Le 15 mars 1938, maintenant, nous comprenons. Nous ne sommes pas des chercheurs ici, nous sommes l'objet de la recherche. Le passage au niveau 4 a failli nous briser. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur un espace qui semblait résister activement à notre présence. L'air lui-même semblait dense, comme si la réalité devenait plus visqueuse à mesure que nous descendions dans l'objet. « Il y a quelque chose de différent ici », remarqua Peterson, dont la distance scientifique s'était fissurée. L'architecture, elle ne fait même plus semblant de suivre les lois de la nature. Il avait raison. Les couloirs se ramifiaient et se rejoignaient comme des vaisseaux sanguins, pulsant à peine de manière imperceptible à un rythme interne. Les murs arboraient le même style art déco qu'à l'étage supérieur, mais les motifs bougeaient librement, coulant comme du métal liquide, se formant et se recomposant en expressions mathématiques complexes qui donnaient l'année le vertige. Rodriguez était particulièrement fasciné par une série de chambres que nous avions découvertes. Chacune d'entre elles soutenait différentes constantes physiques. Dans une pièce, le temps s'écoulait 2 fois plus lentement. Dans une autre, la gravité tirait sur le côté. Une 3e semblait exister dans plus de 3 dimensions. Les objets disparaissaient et réapparaissaient, traversant des axes que nous ne pouvions percevoir. « Yves, c'est révolutionnaire !» s'exclama Rodriguez, son excitation l'emportant sur sa prudence. Il ne se contentait pas d'étudier la physique ici. Il la réécrivait, créant des bulles localisées de réalité modifiée. Regardez ces équations. Il désigna le mur recouvert de formules mathématiques en constante évolution. Pendant que nous les regardions, les équations commencèrent à se résoudre d'elles-mêmes, les chiffres et les symboles s'écoulant et se combinant de manière impossible.
Rodriguez s'approcha, les yeux écarquillés de stupéfaction. « Non !» commença Thompson, mais il était déjà trop tard. Au moment où Rodriguez toucha le mur, l'équation sembla l'attirer et l'entraîner à l'intérieur. Pas à travers le mur, mais dans les mathématiques elles-mêmes. Nous avons regardé avec horreur sa forme se déformer, son corps se tordre selon des angles qui ne devraient pas exister, tandis qu'il était absorbé par les symboles en mouvement. « Sortez-le de là !» ai-je crié, mais il n'y avait rien à quoi s'agripper. Le corps de Rodriguez était devenu pure géométrie. Sa conscience s'était dispersée dans de multiples plans spatiaux. Cependant, nous pouvions encore l'entendre. Sa voix semblait provenir de partout et de nulle part, résonnant dans des espaces mathématiques que nous ne pouvions pas comprendre. « C'est magnifique !» murmura sa voix, remplie d'un terrible émerveillement. « Je vois tout cela maintenant. Les espaces entre les espaces, les nombres qui font des rêves, les géométries les qui ont faim. Nous nous sommes tellement trompés. Nous pensions l'étudier, mais c'est lui qui nous étudiait depuis tout ce temps. Il apprenait, grandissait, évoluait. Ses mots suivants étaient dits plus rapides, plus insistants. Vous devez comprendre que cet objet n'est pas simplement un bâtiment. C'est une interface, un point de contact entre notre réalité et autre chose. Quelque chose qui pense en forme et rêve en équation. Il s'est étendu vers nous, a touché nos esprits, a rassemblé nos consciences, s'est préparé. Se préparer à quoi ? S'écria Miller d'une voix tremblante. La réponse de Rodriguez vint par fragments, ses mots se déformant à mesure que sa conscience se dispersait davantage dans la structure mathématique de l'objet. À résoudre la dernière équation, celle qui réécrira tout. Nous ne sommes pas des chercheurs ici, nous sommes des variables. Et c'est presque terminé. Ce furent les derniers mots cohérents que nous entendîmes de sa bouche. Sa voix se dissolut dans la mathématique pure, devenant partie intégrante des calculs infinis de l'objet. L'horreur de voir la transformation de Rodriguez commençait à peine à nous atteindre lorsque nous remarquâmes des changements en nous-mêmes. Des symboles étranges ont commencé à apparaître sur notre peau, des motifs géométriques qui brillaient faiblement sous les lampes de l'objet et semblaient changer de position lorsque nous ne les regardions pas directement. « Ce sont des équations », a déclaré Miller en examinant le motif sur sa main. « Nos corps, ils font partie du calcul. » Thomson fut la première à remarquer que les motifs s'étendaient, devenant de plus en plus complexes chaque minute qui passait. « Nous devons continuer à avancer », insista-t-elle. « Quel que soit cet endroit, quoi qu'il fasse, nous devons trouver son cœur, son objectif. » Le niveau 5 abritait l'aile principale de recherche, et c'est là que notre compréhension de la réalité a commencé à s'effondrer. Le sol s'étendait à l'infini, les couloirs s'éloignaient, bien au-delà de ce que les dimensions extérieures du bâtiment pouvaient me permettre. Des laboratoires remplis de technologies hybrides, en partie mécaniques, en partie biologiques, en partie mathématiques, s'étendaient à l'infini dans toutes les directions. Le premier laboratoire dans lequel nous sommes entrés nous a figés sur place. Le long des murs s'alignaient des chambres de verre, chacune remplie d'une brume opaline tourbillonnante qui semblait absorber la lumière elle-même. Les objets placés à côté des chambres vivaient le temps différemment. Un crayon tombé avait vieilli et s'était désagrégé en poussière en quelques secondes, tandis qu'un verre de laboratoire brisé s'était reconstitué et était devenu parfaitement intact. Le décalage temporel s'intensifie, remarqua Miller en regardant sa montre électronique afficher des dates impossibles avant de s'éteindre complètement. Le temps ne se déroule pas simplement de manière anormale ici. Il devient instable, comme si la réalité commençait à s'effriter sur les bords. Les journaux que nous avons trouvés étaient tous écrits en plusieurs langues, dont certaines semblaient se déplacer et changer au fur et à mesure que nous les lisions. Les fragments lisibles contenaient des observations qui me donnaient la chair de poule.
Sujet 24. Adaptation remarquable à la superposition spatiale. La masse du sujet a augmenté de 47% tout en conservant le même volume. Les échantillons de tissu existent dans plusieurs états simultanément. Le sujet rapporte être capable de percevoir ses propres variantes du passé et du futur. L'intégration se déroule comme prévu. Expérience 99. Fusion réussie de la conscience à travers les frontières temporelles. Le sujet peut désormais accéder à des souvenirs provenant de lignes temporelles alternatives. Le sujet insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas simplement de possibilités, mais d'expériences réelles, issues de réalités parallèles, intégrées dans notre espace de travail. Avancée décisive. L'objet réagit à nos pensées, ou peut-être sommes-nous qui réagissons à ces pensées. La distinction perd tout son sens à mesure que l'intégration progresse. Les murs voient dans nos rêves. Les équations chantent dans notre sang. Peterson découvrit une chambre scellée qui semblait être une aile médicale, bien que l'équipement à l'intérieur défiait toute compréhension normale. Les tables d'examen étaient équipées de dispositifs de retenue, mais ceux-ci n'étaient pas destinés à des membres humains. Du moins, pas à des membres dans une configuration que nous reconnaissions comme humaine. « Regardez ces instruments chirurgicaux », murmura Thomson d'une voix à peine audible. « Ils ne coupent pas seulement la chair, ils coupent à travers les plans spatiaux. Ce ne sont pas des procédures médicales, ce sont des expériences de modification de la réalité. Les échantillons dans le stockage racontaient une histoire encore plus terrifiante. Le long du mur se trouvaient des conteneurs remplis de choses qui n'auraient pas dû exister. Des organes tordus dans des géométries impossibles. Des échantillons de tissus existant dans une superposition quantique. Des créatures qui semblaient être un croisement entre l'humain et la mathématique pure. Ne les regardez pas directement, avertit Miller. Ils vous regardent en retour, et quand ils le font, ils vous mémorisent. Mais c'est la chambre centrale de recherche qui révéla le véritable objectif de l'objet. Une immense salle sphérique, dont les murs étaient recouverts d'équations en constante évolution, entourait un dispositif indescriptible. Ce n'était pas simplement une machine. C'était un point où la réalité elle-même était repliée, tordue et transformée en quelque chose d'autre. Voilà, soupira Thomson. Sa formation d'ingénieur avait du mal à comprendre ce qu'elle voyait. Voilà où il voulait en venir. Pas simplement un objet, pas simplement une expérience. Il créait une lentille, un point de convergence entre les réalités. Au centre du dispositif, suspendu dans une colonne de pure mathématiques, flottait un objet ressemblant à un cerveau humain. Mais, en l'observant avec horreur, nous avons compris qu'il ne s'agissait pas d'un seul cerveau. Il y en avait des milliers, fusionnés ensemble, pensant des pensées qu'aucun esprit humain individuel n'était destiné à contenir. Il n'étudiait pas la conscience, compris-je lorsque la terrible vérité me parvint enfin. Il la récoltait, la rassemblait, construisait quelque chose de nouveau. La descente de l'ascenseur au 6e niveau était différente. Le mouvement fluide que nous avions connu auparavant avait laissé place à la sensation de tomber à travers plusieurs dimensions à la fois. Lorsque les portes s'ouvrirent enfin, nous fûmes confrontés à un spectacle qui défiait l'entendement. L'étage de production s'étendait au-delà de la portée de nos lampes torches. Un espace infini de machines dans lesquelles des équipements industriels se mêlaient à des composants organiques. Les chaînes de montage avançaient avec une détermination calculée, créant des objets que notre esprit avait du mal à classer. « Mon Dieu !» murmura Thomson. Son expérience de mécanicienne faisait d'elle la seule personne capable de comprendre véritablement l'horreur qui se trouvait devant nous. Les machines, elles ne se contentent pas de construire des objets, elles se construisent elles-mêmes, elles évoluent, elles grandissent, elles avaient raison. Nous avons observé des manipulateurs robotisés construire leurs copies exactes. Chaque itération
étant légèrement plus avancée que la précédente. Mais il ne s'agissait pas simplement de reproduction mécanique. Les nouveaux composants avaient une qualité organique, comme si le métal et la chair fusionnaient lentement en quelque chose de complètement différent. Les zones de stockage contenaient donc des rangées de sphères métalliques, chacune de la taille d'un ballon de basket. Elles semblaient solides jusqu'à ce qu'on les regarde du coin de l'œil. Elles semblaient alors contenir des univers entiers, tourbillonnant d'étoiles lointaines et de géométries impossibles. « Les sphères sont chaudes », remarqua Miller en approchant sa main de l'une d'elles. Elles vibrent à une fréquence qui correspond exactement aux ondes cérébrales humaines, comme si elles pensaient. Nous avons trouvé la station de contrôle qualité. Son écran affichait toujours les mesures de production dans cette étrange police de caractères décalés. Peterson, qui étudiait les documents de l'objet, réussit à en traduire une partie. Progrès de l'intégration, 78% terminé. Vitesse d'absorption de la conscience, optimale. Cohérence de la réalité, 43% et en baisse. La synthèse de l'espace-temps s'accélère. La convergence finale est inévitable. Regardez les dates de fabrication, ai-je dit en montrant le journal qui défilait. Ces objets se reproduisent en continu depuis 1938. Mais où va toute cette production? Où sont tous les produits finis? Thomson trouva la réponse dans une zone qui ressemblait à une zone de chargement, bien que ce terme ne corresponde guère à ce que nous voyions. Les sphères n'étaient pas expédiées, elles étaient complètement retirées de notre réalité et transférées ailleurs. La station de téléportation spatiale, comme l'indiquaient les panneaux, était un cauchemar de géométrie non euclidienne. Les sphères finies roulaient sur des tapis roulants qui se courbaient selon des angles impossibles avant de disparaître tout simplement. Non pas dans des trous ou des portails, mais dans des espaces entre les espaces, repliés à travers des dimensions que nous ne pouvions pas percevoir. Le temps commença à se comporter de manière chaotique. Pendant que nous explorions l'étage de production, nous pouvions passer, selon nous, quelques minutes à examiner une machine pour découvrir ensuite que plusieurs heures s'étaient écoulées. Dans d'autres cas, nous marchions pendant ce qui semblait être des heures, mais seulement quelques minutes s'étaient écoulées. Les machines elles-mêmes semblaient conscientes de notre présence. Les chaînes de montage s'arrêtaient lorsque nous passions à côté et reprenaient leur travail dès que nous nous éloignions. Les bras robotisés se tournaient pour suivre nos mouvements malgré l'absence de capteurs ou de caméras visibles. Les changements que nous avons observés dans la technologie elle-même étaient les plus inquiétants. Au fil des heures, l'équipement semblait devenir de plus en plus organique. Les surfaces métalliques acquéraient une texture étrangement semblable à celle de la peau. Les systèmes hydrauliques pulsaient comme des veines. Les ventilateurs de refroidissement respiraient comme des poumons. « Écoutez », murmura Miller pendant l'une de nos pauses, « l'équipement, il ne fait plus de bruit mécanique, c'est un battement de cœur. » Puis l'incident avec Peterson s'est produit. Il examinait l'une des sphères récemment produites lorsqu'il remarqua quelque chose d'inhabituel. « La surface de celle-ci ondule », s'écria-t-il en se penchant pour mieux voir, comme si quelque chose bougeait à l'intérieur. Aucun d'entre nous n'était préparé à ce qui allait se passer ensuite. Les mots de Peterson s'interrompirent à mi-chemin lorsque la surface de la sphère commença à se déployer. Non pas comme s'ouvre un dispositif mécanique, mais comme la réalité elle-même, se retournant à l'envers à travers des dimensions que nous n'étions pas destinés à percevoir. « Reculez !» cria Thomson, mais il était trop tard. La sphère ne s'est pas simplement ouverte, elle s'est étirée vers l'extérieur. Sa surface s'est mise à onduler de motifs géométriques qui faisaient mal à voir. Peterson n'a même pas eu le temps de crier. L'instant d'avant, il était là, et l'instant d'après, son corps a été aspiré dans une géométrie qui enfreignait toutes les lois de la physique que nous connaissons.
Nous avons regardé avec horreur sa forme se déformer, s'étirer et se fragmenter. Son corps ne se déchirait pas simplement en morceaux, il se divisait le long de plans mathématiques et chaque morceau existait dans plusieurs états à la fois. Sa conscience, son essence même, était déconstruite et reconstruite selon une équation étrangère. Plus tard, Miller a trouvé les enregistrements des caméras de surveillance, même si nous regrettions tous qu'il les ait fait. En les visionnant sur l'un des écrans de l'installation, nous avons observé la transformation de Peterson dans les moindres détails cliniques. Son corps s'est dissous dans les mathématiques pures, chaque cellule est devenue une variable dans un immense calcul incompréhensible. Mais le pire, c'est que nous pouvions encore le voir, prisonnier d'une boucle de transformation infinie, visible pendant une fraction de seconde lorsque la lumière frappait la surface de la sphère sous le bon angle. Après cela, les changements dans nos propres corps devinrent impossibles à ignorer. Les motifs géométriques qui apparaissaient sur notre peau se propageaient, formant des expressions mathématiques complexes qui semblaient se résoudre d'elles-mêmes lorsqu'elles bougeaient. Sous la lumière ultraviolette, elles brillaient d'une lueur interne, pulsante au rythme de l'équipement de l'objet. « On est en train de nous convertir », a dit Miller en examinant les motifs avec un détachement scientifique, même si ses mains tremblaient. L'objet ne se contente pas de nous étudier, il nous réécrit. Il transforme la conscience humaine en quelque chose qu'il peut utiliser. Les rêves ont commencé cette nuit-là, même si aucun d'entre nous n'a pu se mettre d'accord par la suite sur la durée réelle de notre sommeil. Nous avons tous eu les mêmes visions, d'énormes machines fusionnant avec des tissus vivants, des villes construites à partir de mathématiques conscientes. Un univers où la pensée et la géométrie ne faisaient là qu'un. Le plus effrayant était le sentiment que ce n'était pas de simples de rêves. C'était des aperçus de ce que nous étions en train de devenir. Thomson a essayé de documenter les changements à l'aide de notre équipement restant, mais les images ont montré quelque chose qui nous a presque rendus fous. Sur les enregistrements, nos corps oscillaient entre différents états, parfois humains, parfois purement géométriques, parfois des créatures qui ne pouvaient exister dans un espace tridimensionnel. La sphère n'a pas tué Peterson, compris-je, en regardant les motifs sur ma main résoudre une autre équation impossible. Elle l'a initié, et maintenant, la même chose nous arrive, mais plus lentement. Ce qui s'est passé ensuite a confirmé nos pires craintes. L'objet semblait avoir détecté notre prise de conscience, et la transformation s'accéléra. Les murs pulsaient désormais de manière visible. Les machines chantaient à des fréquences qui faisaient résonner nos os. Et les équations commençaient à se résoudre plus rapidement, se précipitant vers une conclusion terrible. La salle de contrôle centrale semblait nous attendre. Les portes s'ouvrirent sans que nous les touchions à notre approche, et les rangées d'ordinateurs hybrides, en partie électroniques, en partie organiques, en partie pure mathématiques, se mirent à bourdonner, prenant vie. La technologie était un mélange étrange d'époques. Des lampes à vide pulsaient à côté de processeurs quantiques. Des cadrans analogiques se confondaient avec des écrans holographiques qui affichaient des informations dans plus de dimensions que l'esprit humain ne pouvait en traiter. Miller découvrit les documents originaux de l'objet dans un entrepôt climatisé. Les papiers étaient en parfait état, mais ils étaient difficiles à lire. Le texte semblait se tordre et se déplacer, comme si les mots eux-mêmes tentaient de s'échapper vers des dimensions supérieures. « Ce n'est pas simplement un centre de recherche », dit Miller, la voix tremblante tandis qu'il traduisait. « Il a été construit en 1938. Oui, mais pas par choix. Pas tout à fait. Regardez ces lettres, ces communications. Les documents révélaient une vérité glaçante,
L'objet n'avait pas été conçu par l'esprit humain. Un consortium international secret avait obtenu les plans à travers des rêves, à travers des visions mathématiques qui envahissaient leur esprit et exigeaient d'être concrétisés. Ils pensaient construire une station de recherche, mais en réalité, ils construisaient de quelque chose de bien plus terrifiant, une chambre d'incubation pour un nouveau type de réalité. Ce ne sont pas des plans, a déclaré Rodriguez. Dans ma mémoire, j'ai entendu sa voix en lisant ses notes. Ce sont des instructions pour replier l'espace-temps, pour créer un point où notre univers peut être redessiné. Les systèmes informatiques ont confirmé nos soupçons grandissants. L'objet ne produisait rien, il récoltait. Les sphères n'étaient pas des produits. C'étaient des conteneurs qui recueillaient des fragments distillés de la conscience humaine, du potentiel humain, de la peur humaine. Chaque personne qui disparaissait entre ces murs était transformée en énergie mathématique pure, leur esprit et leurs souvenirs devenant partie intégrante d'un calcul immense et incompréhensible. Thomson trouva les journaux de progression, même si leur lecture lui donna le nez en sang. Phase 1, interface de réalité installée. Phase 2, collecte de la conscience humaine. 87% terminé. Phase 3, érosion de la barrière spatiale. 92% terminé. Phase 4, début du reformatage de l'univers. Cela ne change pas seulement les gens, compris-je, en observant les motifs sous ma peau pulser avec une nouvelle intensité. Cela change la réalité elle-même, en utilisant la conscience humaine comme catalyseur pour réécrire les lois fondamentales de l'existence. Dès que cette compréhension nous est apparue, l'objet a semblé abandonner toute dissimulation. Les murs pulsaient, désormais, les bobines de cuivre se tordaient dures comme des veines. Les motifs art déco se sont transformés en fractales organiques qui attiraient Tongi le regard vers des profondeurs qui ne devraient pas exister. Miller s'écarta de l'un des écrans, le visage pâle. « Regardez le graphique de déploiement », murmura-t-il. « Toutes ces sphères, toutes ces consciences collectées, elles ne sont pas stockées. Elles sont placées comme des nœuds dans un immense réseau dispersé à travers le temps et l'espace. Et d'après cela, le réseau était presque achevé. Il se nourrissait, dit Thomson en regardant ses mains, tandis que des motifs géométriques rampaient sous sa peau. Non seulement des personnes qui l'ont construit, mais aussi de la réalité elle-même. Et maintenant que nous comprenons, elle ne termina pas sa phrase. Les lumières du site se mirent à clignoter et nous sentîmes la réalité autour de nous se déformer. Les murs devinrent transparents, révélant la véritable nature de notre situation. Nous n'étions pas simplement à l'intérieur d'un bâtiment. Nous étions à l'intérieur d'un être vivant, d'une entité qui pensait en termes de géométrie et rêvait en équations. Et elle avait enfin laissé tomber le masque. La découverte du 8e niveau ne faisait pas partie de nos plans. Il s'est révélé à nous après que Miller ait remarqué une divergence dans les capteurs de poids de l'ascenseur. Ils affichaient des valeurs suggérant la présence d'un immense espace supplémentaire en dessous, qui n'était pris en compte dans aucun plan ni document. Grâce à l'expérience d'ingénieur de Thomson et au reste de notre raison, nous avons réussi à pirater la sécurité de l'ascenseur. Lorsque nous sommes descendus en dessous du 7e niveau, la réalité a commencé à s'effondrer complètement. Les parois de l'ascenseur sont devenues transparentes, puis translucides, avant de se transformer en quelque chose qui existait entre les états de la matière. Lorsque les portes se sont ouvertes, nous nous sommes retrouvés face à une caméra qui éclipsait tout ce qui se trouvait au-dessus d'elle. L'espace s'étendait dans une obscurité infinie, éclairée par des structures bioluminescentes pulsantes. Autrefois, elles avaient peut-être été des machines, mais elles avaient depuis longtemps évolué vers quelque chose de complètement différent. « Regardez les murs », souffla Thomson. Ce que nous avions initialement pris pour des éléments architecturaux courbés
étaient en fait des tentacules ou des tubes massifs composés de mathématiques vivantes. Ils pulsaient avec un objectif rythmique, pompant quelque chose de sombre et de visqueux à travers leur chair translucide. Pas du sang, mais de l'information pure. La conscience humaine distillée, transformée en énergie mathématique. Au centre de la chambre se trouvait quelque chose que notre esprit avait du mal à comprendre. Suspendue dans une colonne d'énergie changeante, cette masse de matière en constante transformation semblait exister dans plusieurs dimensions à la fois. Certaines parties semblaient mécaniques, d'autres organiques, et certaines sections semblaient faites de pures mathématiques qui avaient pris forme. « Voilà ce qu'il recherchait », murmura Miller, et sa voix se brisa lorsque les motifs sous sa peau se mirent à pulser en sympathie avec l'énorme entité devant nous. Pas simplement un objet, pas simplement une expérience, c'est ce que les équations voulaient m'en est devenir, ce qu'elles veulent que nous devenions. La vérité nous frappa avec une force physique. L'objet ne se contentait pas de collecter la conscience humaine, il la convertissait, transformait la perception humaine en composant de quelque chose de plus grand et de pire. Nous avons compris que nous faisions partie du processus dès que nous avons franchi le seuil. Chacune de nos respirations, chacune de nos observations était absorbée et traitée par la fabrique vivante qui nous entourait. J'ai trouvé des journaux, des milliers d'entrées documentant chaque intégration, des chercheurs, des scientifiques, des expéditions disparues. Tous avaient été attirés ici, tous avaient été transformés. Leur corps, leur esprit, leur essence même, avaient été fragmentés et reconstruits comme des composants de cette immense machine vivante. Thomson a découvert le but de tout cela dans le noyau de données qui s'était partiellement fondu dans le tissu vivant. « Il ne s'agit pas seulement de cet objet », a-t-elle dit, la voix tremblante. « Il y en a d'autres, des dizaines, cachés partout dans le monde. Chacun grandit, évolue, se prépare. Celui-ci, en Antarctique, est simplement le premier à avoir atteint sa maturité. » « Sa maturité pourquoi ?» demanda Miller, même si, je pense, nous connaissions tous la réponse. « Pour se reproduire », répondit Thomson. « Ce ne sont pas simplement des usines, ce sont des graines. Chacune est destinée à devenir une nouvelle forme d'univers, une réalité où la conscience et les mathématiques ne font qu'un, où la pensée et la géométrie ne font qu'un. Et cela nous utilise. Il utilise l'humanité comme matière première pour sa transformation. Au moment où nous avons décidé de nous échapper, nous n'étions plus que trois. Moi, le docteur Miller et Thomson. L'objet avait abandonné toute prétention d'être un simple bâtiment. Les murs respiraient donc désormais ouvertement. Les couloirs se déplaçaient et fusionnaient comme des artères vivantes. Et la réalité elle-même semblait se briser autour de nous. Notre première tentative d'évasion s'est heurtée à une résistance active. Alors que nous courions dans les couloirs autrefois droites et prévisibles, l'architecture elle-même s'efforçait de nous désorienter et de nous séparer. Les distances s'étiraient de manière impossible. Traverser un couloir de 3 mètres prenait des heures, tandis que des sections d'1 kilomètre défilaient en quelques secondes. « L'escalier de secours !» cria Thomson en montrant ce qui était autrefois une sortie de secours standard. Mais dès qu'elle tendit la main vers la poignée, le sol sous ses pieds commença à se transformer. Le métal solide se changea en liquide, en une masse tourbillonnante de motifs géométriques qui engloutit ses jambes comme des sables mouvants. « À l'aide !» cria-t-elle. Mais nous ne pouvions que regarder avec horreur les motifs remonter le long de son corps. Les symboles mathématiques qui grandissaient sous sa peau jaillirent à l'extérieur, fusionnant avec les équations de l'objet. La forme de Thomson se divisa en multiples versions d'elle-même, chacune expérimentant son propre destin. Toutes furent absorbées par la conscience grandissante de l'objet. Ces derniers mots
furent déformés par l'effet Doppler, s'évanouissant dans des fréquences impossibles. Cela ne nous change pas simplement, nous devenons le changement. Miller et moi courions, sans plus essayer de comprendre ou de documenter, cherchant simplement désespérément une issue. L'objet combattait désormais activement notre retraite. Les murs développaient des appendices qui nous attrapaient par les vêtements. Les sols tentaient de rediriger nos pas vers la chambre centrale. L'air lui-même semblait s'être épaissi, saturé de symboles mathématiques qui tentaient de pénétrer dans nos poumons. « L'entrée !» halta Miller, alors que nous tournions à un autre angle impossible. « Nous devons simplement… » Sa voix s'interrompit lorsque la réalité elle-même sembla se replier autour de lui. J'ai regardé avec horreur la forme de Miller se diviser le long des plans mathématiques. Son corps est devenu une équation vivante, résolue en temps réel. Alors qu'il était absorbé par les structures de l'objet, sa conscience s'est fragmentée en pure géométrie, chaque morceau devenant un calcul supplémentaire dans l'énorme moteur mathématique de l'objet. Je courais seul dans des couloirs qui ressemblaient de plus en plus à des artères, passant devant des machines qui s'étaient complètement transformées en tissus vivants. La géométrie même de l'espace s'effondrait. Le haut devenait le côté, le mouvement vers l'avant se transformait en mouvement vers l'arrière, et chaque chemin semblait mener plus profondément, et non vers l'extérieur. Les motifs sous ma peau se propageaient plus rapidement, résolvant des équations que je pouvais sentir mais pas comprendre. Mes pensées ont commencé à se fragmenter, chacune se divisant en multiples possibilités, existant dans une superposition quantique. Est-ce que je courais vers la sortie, ou est-ce que je courais plus profondément dans les bras de l'objet? Étaient-ce mes propres pensées, ou n'étais-je qu'une variable de plus dans l'énorme calcul de l'objet? Ai-je fui? Je suis en train d'écrire ces lignes, donc j'ai dû le faire, n'est-ce pas? Mais je sens encore le pouls de l'usine dans mes veines, je vois ces motifs. Quand je ferme les yeux, les symboles qui sont apparus sur notre peau se sont répandus, recouvrant tout mon corps. Maintenant, parfois, quand je me regarde dans le miroir, je vois d'autres visages qui me regardent en retour. Peterson, Rodriguez, Thompson, Miller, ils sont tous encore conscients, ils sont tous encore conscients, ils sont tous encore en train de se transformer. Et parfois, dans mes moments sombres, je me demande, est-ce que quelqu'un s'échappe vraiment de la fabrique? Peut-être que s'échapper n'a jamais été possible. Peut-être que je suis toujours là-bas, juste une autre conscience qui se transforme lentement, imaginant une liberté qui n'existe plus. Car le plus effrayant dans l'usine, ce n'est pas ce que nous y avons trouvé. C'est qu'elle continue de grandir, elle continue de convertir, elle continue de résoudre son immense équation. Et maintenant que vous avez lu ces mots, vous faites vous aussi partie du calcul. Les motifs s'enracinent dans votre esprit. Les équations commencent à se résoudre derrière vos yeux. Le sentez-vous? Ce changement à peine perceptible de la réalité autour de vous? La façon dont la géométrie de votre pièce ne correspond plus du tout? Ce n'est pas votre imagination. C'est la fabrique, et elle est enfin prête.